Le prochain intervenant, c'est Raphaël Lachaiseray. Vous êtes mathématicien, vous êtes enseignant-chercheur, maître de conférence avec votre habilitation à diriger les recherches en mathématiques à l'Université de Paris. Vous êtes un ancien élève de l'École normale supérieure de Cachan. Vous êtes spécialisé dans la théorie des probabilités et vous animez le séminaire de probabilité du MAP 5. Vous nous direz ce que c'est. Et votre conférence s'intitule « Quelle certitude contient le hasard ?» Voilà, comment une accumulation d'événements complètement aléatoires et imprévisibles peut-elle engendrer des certitudes? Je vous laisse en parler. Je vais vous parler de hasard et de certitude. Donc je vais malheureusement un peu contredire ce que disait Alain Aspect juste avant moi, mais avec quand même pas mal de nuances, donc ça commence mal. Mais moi, ce dont je vais parler, c'est quand il y a beaucoup de hasard. Et un des aspects de la recherche en mathématiques et en probabilité, c'est de réussir à faire émerger, enfin plutôt à détecter, quand on a des grands systèmes très aléatoires avec beaucoup de hasard dedans, des certitudes voilà, qu'on va essayer de quantifier à l'aide des mathématiques et des outils des mathématiques fondamentales dans la théorie des probabilités. Qu'est-ce que j'entends par certitude? Bon, alors un exemple sympathique, c'est que si je prends par exemple tous les gens dans cette salle, et que je regarde vos dates de naissance, alors je ne parle pas de l'année, hein, parce que ça deviendrait trop compliqué, mais chacun apporte en fait son petit lot de hasard, parce que vous avez tous une date au hasard parmi 365 possibilités. Donc dans tout ce hasard, je vais réussir à trouver une certitude, et cette certitude, c'est que dans cette salle, au moins 2 personnes ont la même date d'anniversaire. Dites-moi si je m'éloigne trop du micro et que vous ne m'entendez plus. Donc voilà, une certitude qui peut être surprenante. Hein. Il suffit qu'il y ait 70 personnes dans la salle pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est voilà, un petit exemple où on a une certitude, c'est un petit tour de passe-passe mathématique où on voit des choses qui émergent. Alors quand je parle de certitude, il se peut que j'ai eu beaucoup de malchance, il se peut que voilà, ça n'arrive pas, que par hasard, il n'y ait pas 2 personnes qui aient la même date d'anniversaire. Mais en fait, cette certitude arrive avec 99% de chances, il y a 99% de chances que ça arrive. Donc c'est ce que je vais appeler aujourd'hui une certitude, et bon, ce nombre peut varier, ça peut être 99,9%, mais c'est quand même des choses assez bien établies. Donc je vais vous donner plusieurs exemples pour ce type de certitude, plus ou moins complexes, et ça fera émerger un peu des questions qui sortent en recherche en théorie mathématique des probabilités. Alors je vais continuer avec un deuxième exemple qui est quelque chose qui, a priori, ne devrait pas forcément vous surprendre. C'est voilà, un exemple canonique en statistique, c'est le nombre de naissances dans un pays comme la France sur plusieurs années. Alors ce que je veux remarquer, c'est que le nombre de naissances est assez stable en fait. Quand on regarde le nombre de naissances de filles, c'est toujours dans les 300 000. Garçons, c'est pareil, toujours dans les 300 000. Donc on a des chiffres assez stables. Donc ça va. Cette stabilité, c'est quelque chose dont on a l'habitude hein, dans ce genre de grandes statistiques, de statistiques sur une grande population. Mais ce qui est surprenant du point de vue mathématique, c'est pourquoi est-ce que c'est aussi stable? Parce que quand on y réfléchit, finalement, il y a beaucoup d'aléas là-dedans, il y a beaucoup de complexité. Il y a beaucoup de couples en France. Est-ce que ça va marcher dans tel couple? Est-ce qu'ils vont décider de faire un enfant? Est-ce qu'ils vont réussir à faire un enfant? Et surtout, il y a l'aléa relatif à la détermination du sexe de l'individu, où là, c'est totalement imprévisible. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Pourquoi est-ce que finalement, je n'aurais pas une année 10 000 naissances, l'année suivante 2 millions de naissances? Pourquoi est-ce que j'ai cette stabilité? Voilà. Et voilà, donc les statisticiens se contentent d'observer cette stabilité. Nous, les mathématiciens, on est un petit peu psychorigides et on a envie de vraiment comprendre pourquoi, d'où ça vient, d'essayer de le comprendre en profondeur. Et un chiffre qui reflète bien cette stabilité, c'est alors parce qu'il y a des fluctuations démographiques hein, sur les naissances, mais un chiffre qui reflète bien cette stabilité, c'est le nombre tout à droite, qui représente le nombre de filles pour 100 garçons. Donc vous voyez que c'est toujours entre 104 et 105, de manière très stable. Voilà. Bon, alors je ne m'arrêterai pas sur pourquoi c'est un peu plus que 100, hein, ça c'est une question biologique que je ne maîtrise pas, mais voilà, quelque chose de non surprenant, mais qui me surprend en tant que mathématicien, c'est cette stabilité dans la démographie. Un autre exemple amusant, c'est que si jamais je vous demande aujourd'hui de chanter Au clair de la lune, alors je suis sûr qu'il y en a parmi vous plein qui chantent juste, mais je pense aussi que malheureusement qu'il y en a pas mal qui chantent faux, mais malgré ça, je suis sûr à la fin d'obtenir une mélodie juste. Donc le chant des foules, c'est un phénomène assez amusant. Vous prenez une foule, la foule va toujours chanter juste.
Et en fait, c'est le même phénomène que juste avant, c'est-à-dire que chacun va amener son petit lot de hasard, son petit lot d'aléas. Il y en a qui vont chanter juste, il y en a qui vont être juste un peu au-dessus, d'autres très en dessous, voilà. Et les erreurs, en fait, vont se compenser les unes les autres. Et à la fin, on va avoir une certitude, on va avoir une stabilité sur la justesse de la mélodie. Donc en fait, ces deux exemples qui, d'un point de vue, si je décortique un peu les phénomènes, les mécanismes qu'il y a en dessous, c'est des exemples très très similaires. Pour les expliquer du point de vue mathématique, je vais faire ce que font en général les scientifiques quand ils veulent comprendre quelque chose, c'est que je vais prendre un modèle extrêmement simple, mais qui va quand même présenter les caractéristiques des modèles complexes que j'avais juste avant. Donc cet exemple, c'est ce qu'on appelle la planche de Galton. Donc il faut imaginer qu'il y a une bille qui tombe comme ça du haut et qui rebondit sur des plots. Et à chaque fois qu'elle rebondit, elle a une chance sur deux d'aller sur la droite, une chance sur deux d'aller sur la gauche. D'accord ? Donc c'est un système où il y a pas mal de hasard. Et dans ce système, je vais quand même avoir des certitudes. Voilà. Donc on voit en bas les billes qui s'accumulent. Et je vois par exemple qu'il y a beaucoup plus de billes au milieu que sur le côté. Mais en fait, c'est très logique parce qu'il y a un unique chemin qui mène sur le côté droit. C'est quand vous faites tout le temps droite, 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 droite. Alors qu'il y a plein de chemins qui mènent vers le milieu. Vous pouvez faire droite, 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 gauche, 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 ou gauche, 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 droite, droite, droite. Et en fait, vous avez plein de possibilités. Alors là, il n'y a aucune certitude. Mais les certitudes émergent, comme je disais, dans les systèmes aléatoires, quand vous avez un grand nombre de hasards. Donc c'est un peu le paradoxe que j'aimerais souligner aujourd'hui, c'est que plus vous avez de hasard, plus vous avez de chances de voir émerger des certitudes. Le grand hasard vient du fait que je vais multiplier les lignes dans ma planche de Galton, le nombre de rebonds va faire une bille en fait, et quand je fais grandir ce nombre de lignes, je vois une sorte de forme qui se dessine, c'est une forme qu'on appelle la courbe de Gauss, et plus le nombre de billes est grand, plus le hasard est grand, plus cette courbe va devenir pointue. Donc là, je vous demande de me faire confiance, je n'ai pas le temps de vous faire une démonstration mathématique de ça, mais ce qu'on observe, c'est un peu le resserrement qu'il y a à droite, c'est-à-dire que la courbe devient de plus en plus pointue, et c'est ça que je vais appeler une certitude, parce qu'à la fin, elle sera tellement pointue qu'elle sera regroupée autour d'une unique valeur, cette courbe. Et c'est de là que vient la stabilité dont je parlais sur le nombre de naissances, c'est qu'on voit émerger à la fin la moyenne, c'est-à-dire sur le nombre de naissances et de filles. On peut imaginer que chaque fois qu'une bille va vers la droite, c'est un garçon, et à gauche, c'est la fille. Eh bien, la courbe sera très très resserrée, très pointue autour du nombre 104 ou 105, ce qui veut dire que ce sera la certitude que je vais avoir à la fin sur mon système. Voilà, donc sur ce genre de modèle très simple, on peut faire une démonstration mathématique rigoureuse. Et en général, quand on étudie un système complexe, on s'appuie sur ce modèle simple pour dire que, en fait, c'est pareil, c'est le même mécanisme et que ça marche de la même façon. Alors ce théorème, ceci est un théorème mathématique très important qui a été montré il y a 2-3 siècles par 2 siècles par un Français, Abraham Demoivre. Mais il est vraiment crucial pour toutes les sciences, que ce soit dans les sciences fondamentales ou dans l'industrie. Tout à l'heure, on nous parlait de générateurs de nombres aléatoires, de méthodes de Monte-Carlo. Ce phénomène de resserrement est crucial pour comprendre tous les grands systèmes aléatoires. Le travail du mathématicien, c'est de quantifier ça, d'optimiser ça, et en fait de l'utiliser après pour plein d'applications. Et je vais vous donner un exemple où c'est très très utile, et c'est ce qui est surprenant en fait dans ce phénomène, c'est la vitesse à laquelle ça va. C'est-à-dire qu'en fait le resserrement s'opère très 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 rapidement. Et cet exemple, c'est les estimations lors des jours d'élection présidentielle, enfin n'importe quel type d'élection. Voilà, je ne sais pas si tout le monde ici a été voté le week-end dernier, mais pour tous ceux qui n'ont pas été votés, rassurez-vous, je vais vous déculpabiliser, parce que voilà, quand on va voter, il y a quelque chose d'assez troublant, enfin quand on vote le soir par exemple. Admettons qu'on aille voter vers 19h à son bureau de vote. On rentre chez soi et on sait que notre bulletin de vote il est encore tout chaud dans l'urne et on a déjà les résultats. Et il ne se trompe jamais. C'est-à-dire que là, vous voyez les chiffres des estimations à 20h et vous voyez le score final sur la colonne de droite. Ces chiffres sont toujours extrêmement proches. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ces chiffres sont construits, voilà, pour voir un peu quel est le mécanisme à l'œuvre. Alors, pour construire ces chiffres, les instituts de sondage vont prendre 250 bureaux de vote qui ferment plutôt que les autres, et ils vont regarder les résultats de ces bureaux de vote, et ils vont simplement vous donner l'estimation donnée par ces bulletins de vote. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de ma bille qui tombe dans la planche de Galton? Voilà, donc vous observez 250 billes, enfin fois le nombre de bulletins, donc peut-être 250 000 bulletins. Donc vous avez une courbe comme ça qui se resserre, vous regardez où est cette courbe, et ça vous donne le chiffre qui est là, donc 50,9% par exemple en 1974. Et ce qui est étonnant, c'est qu'après, ça ne va plus bouger. C'est-à-dire que ça s'est resserré très vite.
Et même si on a dépouillé 250 bureaux sur les 85 000 bureaux de vote qu'il y avait, là c'est les chiffres de 2012, vous avez déjà votre certitude qui arrive très rapidement. Et le pire, c'est que les instituts de sondage vous disent qu'en fait, même à 40 bureaux de vote, vous avez déjà un chiffre qui s'est stabilisé. Voilà, donc quelque part, c'est un peu troublant parce que ça veut dire que peut-être qu'il suffirait de faire voter 40 bureaux de vote en France et que tous les autres pourraient aller partir à la pêche le dimanche. Hein. Il y aurait pas de... ça chamboulerait pas tout. Mais bon, évidemment, je ne vais pas vous inciter à ne pas aller voter. Et donc maintenant, je vais vous parler d'autres, je vais vous donner d'autres exemples, alors plus proches de la recherche actuelle en mathématiques, où on voit apparaître de manière, je trouve surprenante, d'autres types de certitudes. Alors pour le premier exemple, voilà, on va imaginer qu'on regarde un matériau au microscope. Par exemple, voilà, en ce moment, la météo est un petit peu capricieuse. Voilà, on espère tous qu'on a un manteau qui est imperméable au cas où. Donc on imagine qu'on regarde ce manteau au microscope, et on voit des fibres, etc. Et on peut, encore une fois, faire un modèle, c'est-à-dire une représentation simplifiée de ça, avec une tranche de matière comme ça, percée de plein de petits trous. Donc les trous, ça va être les porosités, ça va être par là que peut éventuellement s'écouler l'eau, si eau il y a aujourd'hui. Alors juste pour vous expliquer rapidement, j'ai juste ici tiré plein de nombres au hasard, et j'ai placé des petits disques comme ça, aléatoirement selon ces nombres. Et on va voir si l'eau peut traverser ce matériau. Voilà, alors bonne nouvelle, mon matériau est imperméable, parce que quand j'ai envoyé de l'eau par-dessus, ça n'est pas arrivé jusqu'en bas. Bon, peut-être que j'ai eu de la chance, donc je vais recommencer, c'est-à-dire que je vais prendre un nouveau matériau complètement au hasard, enfin un nouveau modèle de matériau complètement au hasard, je vais remettre de l'eau dessus, et j'observe encore une fois que c'est imperméable. Bon, mon matériau a l'air quand même plutôt fiable, donc nouvelle tentative, et ça va encore une fois marcher. Et en fait, ce qui est surprenant là-dedans, c'est qu'en fait, je peux faire ça 100 fois. Bon, sur les 100 fois, il y a peut-être une fois où ça ne va pas marcher, d'accord? Donc voilà, moi je vais parler de certitude, ce qui veut dire que si votre matériau correspond bien à ce modèle-là, eh bien vous avez la certitude qu'il est imperméable. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle si vous êtes fabricant de kawaii ou même si vous êtes fabricant de béton, enfin n'importe quel matériau qui est censé résister aux intempéries. Alors là où il faut faire attention, c'est qu'il faut vraiment très très bien choisir votre modèle. Parce que je vais vous montrer une toute petite perturbation qui va en fait tout changer. Donc là j'ai pris des disques qui, sur l'ordinateur, font 11 pixels de diamètre. Alors je vais refaire la même chose avec des disques qui ont cette fois 12 pixels de diamètre. Voilà, donc on voit que les trous sont légèrement plus gros. Alors qu'est-ce qui se passe si j'envoie de l'eau là-dessus? Ah bah zut, ça c'est plus du tout imperméable, l'eau traverse, ça percole, comme on dit, hein, comme l'eau qui percole à travers le café. Voilà, donc on a perturbé un tout petit peu le système, le modèle en tout cas, et c'est plus du tout les mêmes résultats. Bon, c'est peut-être pas de chance, on va réessayer. Et encore une fois, ça percole, donc mon matériau n'est plus imperméable. Donc ça, c'est un phénomène vraiment très intéressant du point de vue alors ça marche, enfin c'est quelque chose qui vient de la physique statistique, mais c'est très étudié par les probabilistes et par les physiciens. Ce type de phénomène, hein, qui est donc percolation, tous les aspects il y a plein de déclinaisons de ce modèle, hein, avec des boules avec des carrés, avec des boules qui interagissent d'une certaine manière. Et c'est une partie très importante de la recherche en probabilité de réussir à prouver et de quantifier tout ce qu'on peut sur ce type de modèle. Donc là, par exemple, une question très compliquée, c'est quel est le seuil critique de ces petites boules, quel est le diamètre critique qui fait que ça devient perméable ou imperméable. Donc c'est quelque chose entre 11 et 12 pixels, mais jamais personne n'a réussi à calculer exactement ce nombre. Hein, on a des estimations, mais si jamais vous arrivez à trouver une formule qui vous donne la valeur exacte, bon, vous êtes vraiment, enfin, les mathématiciens vont se souvenir de vous pendant plusieurs décennies. C'est vraiment un challenge très très difficile. Bon, alors en vrai, ce type de questions intéresse beaucoup la physique plus que les fabricants de matériaux parce que c'est des questions très importantes en physique statistique qui aident à comprendre la transition entre les différentes phases de la matière, solide, liquide, gazeux, parce qu'on a des propagations de ce type-là, de la percolation. Et donc comprendre ça d'un point de vue théorique est très très important pour la recherche en mathématiques et en physique. Voilà, donc pour un exemple voilà, qui est à la frontière entre les mathématiques et la physique. Et vraiment, ce qui est important, c'est cet effet de seuil. C'est-à-dire qu'à 11 pixels, j'ai une certitude, c'est imperméable. Et à 12 pixels, j'ai une autre certitude, c'est perméable. Voilà. Donc c'est ça un peu la difficulté du travail des probabilistes, c'est de trouver des certitudes sur mes systèmes
Et vous voyez que ces certitudes sont parfois très fragiles et qu'il faut vraiment être très précis dans ce qu'on fait pour réussir à les quantifier, à les mettre en évidence. Alors, pour terminer, je vais m'intéresser à un autre... Bon, alors là, je vous montre plein d'exemples, je ne me souviens plus combien j'en avais fait, hein, plein d'exemples pour montrer qu'à chaque fois, c'est plus imperméable. Alors, pour terminer, je vais m'intéresser à un autre type de système que sont les réseaux sociaux. Alors, ce genre Enfin, c'est une science maintenant, la science des réseaux sociaux. Hein, c'est une science qui a beaucoup émergé récemment. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est un réseau social, hein, pour vous expliquer ça. Bon, un réseau social, c'est ce qu'on peut imaginer, c'est juste un groupe d'individus qui sont liés par un certain type de relation. Hein. Par exemple, ça peut être juste, on prend plein d'individus, puis on met une flèche entre deux individus s'ils sont amis, ou alors, de manière peut-être un petit peu plus concrète, on peut faire le réseau social de tous les gens qui se sont serrés la main la semaine dernière. Voilà, si par exemple on étudie une maladie qui se propage quand on se serre la main, ça peut être utile de bien comprendre ce type de réseau social. Alors il y a des réseaux sociaux de tout, hein, il y a des réseaux sociaux d'animaux, des réseaux sociaux d'arbres, des réseaux sociaux de tout ce que vous voulez. C'est juste un grand graphe, un grand dessin comme ça où on met des flèches entre des individus. Voilà, et ça a émergé, ça fait longtemps que ça existe, mais il y a eu un grand essor récemment, justement parce qu'aujourd'hui on a des grands réseaux sociaux numériques, digitaux, que vous connaissez très bien, hein, Facebook, Instagram, etc. Et la nouveauté, c'est qu'on a eu accès à ces réseaux sociaux. Parce que moi, je parle du réseau social de tous les gens qui sont serrés la main. Pour le dessiner, pour l'avoir en mémoire sur un ordinateur d'une manière ou d'une autre, c'est quand même très très compliqué à l'échelle d'un pays. Mais par contre, avec les réseaux sociaux numériques, on a eu accès à ces réseaux sociaux. Et c'est à partir de là que cette science s'est développée pour essayer de bien comprendre qu'est-ce qui caractérisait un grand réseau social. Bon, alors quel rapport avec ce que je disais avant, c'est que dans la formation d'un réseau social, vous avez beaucoup de hasard, vous avez beaucoup d'aléas, d'accord ? On va essayer d'en créer un de manière fictive ici, je vais vous expliquer comment, mais la question c'est comment les gens vont se connecter dans ce réseau social. Et là, personne ne peut prédire exactement quelle sera la structure de tel ou tel réseau social. C'est des choses extrêmement complexes, d'accord ? Pour savoir si vous allez... serrer la main à telle personne, il faut que je connaisse votre contexte professionnel, votre contexte familial, l'économie, le temps qu'il fait, etc. C'est des choses imprévisibles. Et même sur les réseaux sociaux digitaux, savoir qui vous allez suivre, bon, ça dépend de plein de choses. Hein, donc c'est des choses vraiment complexes. Donc on préfère modéliser ça par du hasard pur, imprévisible, peut-être quantique même, hein, pour reprendre les termes précédents. Mais moi, je vais vous présenter un modèle très simple, avec du hasard pur. Et ce qui est bien dans ce modèle-là, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est des choses qui ont été trouvées il y a 10-15 ans, c'est qu'à la fin, ça ressemble très fortement aux vrais réseaux sociaux qui sont complexes et imprévisibles. Donc voilà le mécanisme. Bon, au début, on imagine qu'on part de deux individus, voilà, qui sont amis, hein, c'est un tout petit réseau social, puis on a un troisième qui arrive, et il va tirer à pile ou face pour savoir avec qui il est ami. Donc voilà, c'est du hasard pur, hein, il n'y a pas de question d'affinité, on modélise ça comme ça. Donc on a maintenant 3 individus, dont un qui a 2 amis, et on en a un 4e qui arrive. Donc comment va-t-il se connecter ? Donc là, la subtilité, c'est que pour choisir son nouvel ami, il va favoriser les gens qui ont déjà beaucoup d'amis. D'accord ? Donc il va dire, bon, ben moi je vais tirer un dé, bon, un dé à 4 faces, hein, pour faire simple. Si je fais 1 ou 2, bon, je ne sais pas si c'est possible. Bon, si je fais 1 ou 2, je vais aller devenir ami avec lui, et sinon je vais être ami avec lui si je fais 3, et si je fais 4, je vais être ami avec lui. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène où on voit émerger ce genre de choses. Donc une personne qui a 3 amis et 3 personnes qui n'ont qu'un ami. Donc c'est des réseaux très inégalitaires, d'accord ? Dans un réseau social, typiquement, il y a beaucoup de gens qui ont peu d'amis et peu de gens qui ont plein d'amis. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on observe dans les réseaux sociaux réels ou numériques. Donc, pour que mon modèle soit bon, il faut qu'à grande échelle, il reproduise ce type de phénomène. Voilà ce que ça peut donner avec beaucoup d'individus. Donc là, il y a environ 4000 individus. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très complexe, de très enchevêtré. Si vous voulez vous poser une question sur ce réseau, hein, tout à l'heure je parlais de propagation de maladies, c'est très très dur comme ça de savoir comment va se répandre une maladie là-dedans. Donc le but du chercheur, le but du mathématicien ou de l'informaticien ou du sociologue qui étudie ce réseau, ça va être de trouver des certitudes. Comme je disais tout à l'heure, hein, le but aujourd'hui c'est de vous montrer que sur des systèmes très complexes et très aléatoires,
vous allez quand même pouvoir trouver des certitudes. Alors pas n'importe lesquelles, hein, justement, ce qui est dur, c'est de les traquer, de les trouver et de les exploiter ensuite pour en faire ce qu'on veut. Alors, dans ce type de système très complexe, la certitude va se trouver pour la question suivante. Donc je vais compter, par exemple, combien de personnes ont 2 amis. Et je vais représenter ça avec une barre sur l'histogramme qui est à droite ici. Donc vous voyez qu'il y a plein de gens qui ont 2 amis. Voilà, c'est cette grande barre qui est ici. Alors on n'arrive pas très bien à lire, mais il y a 1300, 400 personnes qui ont 2 amis dans ce réseau social. Ensuite, je vais compter le nombre de gens qui ont 3 amis. Voilà, donc c'est la petite barre ici qui est un peu plus petite. Et puis vous voyez qu'en fait, ça décroît de manière assez régulière. D'accord ? Donc en fait, on a, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme background en mathématiques, mais on a une loi de puissance, donc quelque chose du type x puissance moins alpha, qui va se dessiner ici, et plus le nombre d'individus va grandir, plus cette certitude va être précise. C'est-à-dire que plus cet histogramme va devenir une belle courbe lisse et sans aspérité. Donc là, c'est un peu un escalier, mais plus ça va, et plus on va avoir un toboggan plutôt qu'un escalier, si vous préférez. Bon, mais encore une fois, peut-être que c'est lié à ce réseau-là particulier, et peut-être que c'est du hasard. Bon, alors ce réseau, hein, c'est un petit programme que j'ai fait pour mes étudiants. C'est vraiment généré à partir de hasard, alors pur, je ne sais pas, mais généré par un ordinateur. Donc je vais recommencer. Donc j'ai redemandé à mon ordinateur de me faire un réseau de ce type-là. Bon, et on a un nouveau réseau complètement différent. Alors il lui ressemble beaucoup, hein, il y a beaucoup de choses qui ont l'air similaires, mais il est complètement différent. D'accord, là on voit qu'on a un gros nœud orange. On peut imaginer que ça c'est le compte de Donald Trump, par exemple, sur Facebook, hein, justement, qu'il est orange. Alors qu'avant, j'avais pas ce type de... Ah si, il était là. Bon, voilà, il y a toujours un Donald Trump dans tous les réseaux sociaux, apparemment. Voilà, alors, bon, Donald Trump n'est pas une certitude des réseaux sociaux. Par contre, la certitude, c'est que j'ai encore cette courbe, là, ce bel escalier en loi de puissance. Et ça va être très utile, en fait, quand je vais me poser des questions sur ces réseaux. Parce que si je me demande à quelle vitesse se propage une maladie, je suis très content d'avoir cette information. Parce que si je sais qu'il y a très peu de gens qui ont 10 amis, bon, on peut espérer que la maladie ne passe pas par ce type de personnes et que, du coup, ils ne vont pas eux-mêmes la propager à leurs amis ou à leurs voisins. Voilà, et on peut recommencer. Je ne sais plus combien j'en ai fait, mais encore une fois, vous avez un autre exemple où ça marche bien. D'accord ? Alors maintenant qu'on a trouvé une certitude, on va pouvoir se poser d'autres questions. Alors, bon, vu que voilà, on en a un peu marre des maladies, on a eu beaucoup de maladies dernièrement, on va s'intéresser à quelque chose d'un peu plus rigolo. On va essayer de répondre à une rumeur dans ce réseau social. Par exemple, la rumeur que le chocolat fait maigrir. Pourquoi pas ? Voilà, vous êtes un fabricant de chocolat et une bonne manière de vendre votre chocolat, c'est ils ont très envie de l'acheter, les gens, mais ils ont peur que ça fasse grossir. Mais si vous arrivez à les convaincre que ça fait maigrir, ils vont être contents. Donc, à vous d'essayer de les convaincre. Alors, pour ça, je vais étudier un mécanisme de propagation, qui encore une fois reste un modèle fictif, hein, ça ne correspond pas à la réalité, mais ça reflète suffisamment bien la réalité pour qu'à la fin, ce soit satisfaisant pour mes besoins, qui est de vendre du chocolat. Bon, alors, le système, c'est le suivant. Vous arrivez à convaincre initialement un petit nombre de personnes. Bon, peut-être en faisant de la publicité, peut-être en leur parlant longuement des bienfaits du chocolat. En tout cas, vous arrivez à convaincre 3 personnes dans votre réseau. Et ensuite, le mécanisme est le suivant. Dès que vous avez une personne dans le réseau qui a 2 voisins qui sont convaincus, lui-même devient convaincu. Donc là, par exemple, voilà, on voit que lui, il est convaincu parce qu'il a 2 voisins qui sont convaincus. On continue la propagation parce que maintenant, on a lui qui maintenant a 2 voisins convaincus. Donc lui-même devient convaincu, et ainsi de suite. Et à la fin, vous avez convaincu pas mal de personnes avec un coût initial faible, parce que vous avez juste à convaincre 3 personnes à la base. La propagation dans le réseau a fait le reste. Alors comment ça se passe à grande échelle ? Donc on reprend un des réseaux de tout à l'heure, et là-dedans, je vais prendre... Alors là, j'ai pris 1,5% des gens de ce réseau, et je les ai convaincus que le chocolat faisait maigrir. Alors, les points noirs, c'est les gens qui sont convaincus, d'accord ? Et les points rouges, ça indique que 2 personnes convaincues initialement ont convaincu une 3e personne. Voilà. Donc, à l'intersection des points rouges, vous voyez des nouvelles personnes qui vont être convaincues. Donc, la rumeur se propage dans votre réseau. Elle se propage, elle continue à se propager, et en fait, à la fin, tout le monde est convaincu. Bon, alors ça montre les limites du modèle, hein, parce que voilà, vous avez des gens sceptiques ou rationnels, hein, comme vous préférez, qui vont jamais être convaincus, parce qu'ils connaissent bien la nutrition et qui vont jamais vous croire. Mais même si on raffine un peu ce modèle en introduisant des sceptiques, en introduisant des incorruptibles, etc., vous avez quand même à avoir ce phénomène de propagation qui va peut-être convaincre beaucoup de personnes.
Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, c'est intéressant aujourd'hui de bien comprendre la propagation de rumeurs dans un réseau social, mais ce type de phénomène arrive dans les réseaux sociaux réels. Quand vous regardez ce qui se passe quand une rumeur se propage sur les vaccins, sur WhatsApp ou ce que vous voulez, c'est le même type de phénomène qui arrive. Alors on va recommencer, parce que je vous parlais de certitude. Est-ce qu'on a une certitude ou est-ce que c'est le hasard qui gouverne ça? On recommence à convaincre, alors là il doit y avoir pareil, 2 ou 1,5% des gens qui sont convaincus, je ne sais plus, qui eux-mêmes vont en convaincre d'autres. Voilà, ça convainc. Mais encore une fois, si on recommence, tout le monde va être convaincu avec 1,5% des gens convaincus initialement. Et en fait, si je recommençais plein de fois, à la fin, j'aurais toujours le même résultat. S'il y a suffisamment d'individus dans votre réseau initial, bon, alors suffisamment, ça peut être 4000, 5000, c'est le travail des mathématiciens de trouver ce genre de nombre, et que vous allez répandre votre rumeur, ça va toujours marcher. Mais là aussi, on va avoir le même genre d'effet de seuil dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, je vous ai dit, j'ai convaincu, j'ai dépensé de l'argent ou des ressources ou du temps pour convaincre 1,5% des individus, ce qui est quand même non négligeable sur des très grands réseaux. Et si jamais je deviens un peu radin et que je veux convaincre seulement 1% des individus, eh bien en fait, ça ne va plus marcher. Je pourrais vous faire plein de slides par rapport à ça, mais si jamais j'enlève un tout petit peu, une toute petite portion des gens convaincus, ma rumeur ne va pas se répandre. Voilà. Donc ça, c'est une autre certitude, et c'est un autre exemple où on a un effet de seuil, au-delà duquel on va toujours convaincre pour une somme initiale modique tout le monde, et si vous êtes juste en dessous, eh bien, vous allez convaincre très peu de gens, à part les gens qui sont convaincus initialement. Encore une fois, vous avez un exemple de système aléatoire, donc très complexe, où il y a finalement peu de choses qu'on arrive à prédire, mais même si on se pose des questions compliquées sur ce réseau, du type combien de gens ont tant d'amis et comment je vais faire pour répandre une rumeur, eh bien, on peut s'en sortir avec ce type de certitude et qu'on peut quantifier avec les mathématiques ou l'informatique ou les statistiques. Voilà. Merci beaucoup. Ça a l'air facile à vous écouter. Et ça s'articule très bien, tout ce que vous avez dit, avec le cœur de recherche de mon laboratoire, qui est les Science and Technology Studies. Donc, ça avec le rapport avec la société que vous avez articulé. Il y a beaucoup de sociologie. Absolument, voilà. Moi, j'ai juste une question avant de passer le micro à la salle. Est-ce que vos certitudes ont quelque chose à voir avec les incertitudes de Heisenberg ou pas du tout? Alors, certitude d'Heisenberg, donc déjà c'est de la physique que je maîtrise beaucoup moins, mais c'est plutôt un principe de physique quantique pour moi. Ah, pardon. Oui, donc comme je disais, c'est une question plutôt physique, donc voilà, je ne sais pas si je vais répondre comme il faut, mais en tout cas, justement, moi, ce que j'étudie, c'est plutôt des systèmes où il y a beaucoup d'aléatoires. L'incertitude d'Heisenberg, c'est sur des petits systèmes où on va observer ça. Mais non, moi, c'est pas vraiment le même type de certitude ou d'incertitude. Au début, tu as dit que tu étais désolé que tu allais me contredire. J'ai encore pas vu à quel moment tu m'avais contredit. Et je voudrais dire que la plupart des choses que tu as présentées sont en parfait accord avec ce que pensent les physiciens. Par exemple, les certitudes qui découlent de la physique statistique, le fait que la loi des gaz parfaits, P égale nRT, est une loi parfaite alors qu'en dessous il y a du désordre. Et même dans le domaine du quantique, quand tu fais une expérience unique, le résultat est aléatoire. Quand tu as fait beaucoup, eh bien, c'est comme la planche de Galton. Tu as quelque chose qui est parfaitement déterminé par le module carré de la fonction d'onde. Donc je ne vois vraiment pas où est la contradiction. Je ne voudrais pas que les gens partent en pensant qu'on a une contradiction. Voilà. Non, excusez-moi d'avoir dit ça. C'était juste que... Non, c'est parce qu'on a parlé tout à l'heure de systèmes où on ne pouvait jamais être sûr de est-ce que c'était vraiment un générateur de nombres aléatoires. Voilà, non mais on est d'accord en fait au final. Il faut beaucoup d'aléas pour avoir une certitude. Merci beaucoup Raphaël Lachaiseray pour cette conférence
extrêmement intéressante, donc, qui répondait à la question « Quelle certitude contient le hasard ?» Donc finalement, cette conférence a montré que malgré le caractère incompressible de l'incertitude à l'échelle individuelle ou à l'échelle microscopique du hasard, en multipliant les expériences, on finit par obtenir des certitudes et l'explication mathématique que montre la planche de Galton, c'est évidemment que le nombre de chemins qui mènent à cette certitude est beaucoup plus nombreux que les chemins qui mènent aux cas qui finissent par devenir des cas inexistants. Et je pense que ce que cette conférence a montré, c'est que cette explication, ce n'est pas simplement un modèle mathématique, mais que finalement, c'est quelque chose qu'on observe par l'expérience. Et c'est là que cette conférence a bien montré le lien qu'il y a entre les mathématiques et les sciences expérimentales et l'empirie. Puisque finalement, dans les phénomènes sociaux, les phénomènes physiques et les phénomènes concrets, on observe exactement ces phénomènes de régularité et ces certitudes qui émergent des phénomènes aléatoires à l'échelle individuelle. Merci beaucoup. Merci encore, Raphaël Lachaiseray.